Jean-Michel Vavelet, bonjour. Bonjour. Alors parlons un peu d'Albert Camus et de la pauvreté. Pourquoi la pauvreté, la voie de la pauvreté? Eh bien, lorsque je lisais Camus, j'étais fasciné et impressionné parce que ses propos étaient toujours marqués par un environnement modeste et j'ai été surpris de voir que aucun essai qui portait sur Camus ne traitait de la question de la pauvreté. Alors la voie de la pauvreté, finalement, c'est la voix de Camus, mais c'est une voix que l'on n'entend pas si aisément que cela, puisque c'est une voix qui est profonde et qui habite l'ensemble de l'œuvre de Camus à partir de ses sources les plus obscures, puisque Camus pensait que on insistait beaucoup sur ses idées, à savoir les idées de liberté, d'absurdité, de justice, sur des éléments contextuels comme l'Algérie, le soleil, mais on n'insistait pas sur ces forces obscures qui étaient justement à saisir du côté de la pauvreté. Et j'ai voulu relire l'ensemble des œuvres de Camus à partir de cette source qui était la pauvreté, et je me suis rendu compte que c'était présent dans l'ensemble de l'œuvre, non seulement dans les romans, puisque les personnages de ces romans sont extraits de son milieu familial, très pauvre, mais aussi de son environnement, puisque l'étranger, par exemple, se déroule dans le petit appartement de la rue de Lyon, situé dans les faubourgs d'Alger, avec des conditions sanitaires épouvantables, une grande promiscuité. Et puis les autres romans comme La Peste sont marqués aussi par la question de la pauvreté, puisque La Peste porte d'abord sur les faubourgs avant de se développer à l'intérieur de la ville. Et donc c'est sensible dans les romans de Camus, mais c'est aussi sensible dans son travail de journaliste, puisqu'il a commencé ses premiers articles de journaux dans l'Alger républicain avec 11 articles pour décrire la misère en Kabylie. Et il a terminé par un article sur la condition ouvrière dans l'Express en 1955, sa carrière de journaliste. Et puis au théâtre, la pauvreté est extrêmement sensible, puisque c'est souvent les pauvres qui pâtissent des situations les plus difficiles. Il a commencé par la révolte dans les Asturies en 1936, des ouvriers, des gens de peu, et puis il a terminé par les justes et la question de la justice. Et de grands romanciers, des écrivains qui ont traversé les siècles, comme Émile Zola, comme Victor Hugo, ont parlé aussi de la pauvreté. Mais lui, on le sent transpercé par cette pauvreté. Ils ont écrit sur la pauvreté, mais ils n'ont pas vraiment vécu ce qu'il a vécu. Oui, c'est-à-dire que pour Camus, on ne peut pas parler de la pauvreté si on ne l'a pas vécu dans sa chair, dans son corps. Et c'est pour ça que même s'il apprécie Victor Hugo, même s'il apprécie Zola, il pense qu'il y a une œuvre plus fondamentale à faire, à réaliser, à partir de cette expérience qui est très singulière, l'expérience de la pauvreté. Et son objectif, finalement, c'est de faire partager cette expérience qui était la sienne, au quartier de Bellecour, cette expérience de la vie avec une mère analphabète, de la vie avec un oncle handicapé, sourd-muet, de la vie avec une mère avec qui la communication est pratiquement impossible. Donc ces invisibles et ces inaudibles, ces muets qui composaient son univers familial, eh bien, il voulait absolument qu'ils sortent de l'oubli. Et pour sortir de l'oubli, il fallait faire état de cette expérience et traduire cette expérience dans la littérature, à travers le langage, à travers la langue française. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il a voulu investir l'école, puisqu'il a eu très tôt ce besoin d'écrire et de raconter les siens. L'école, au départ, sa famille voulait le faire travailler assez jeune. Il a rencontré un instituteur qu'il a lui-même cité au prix Nobel, qui a marqué sa vie, on peut dire cela comme ça. Oui, tout à fait. Louis Germain,
Louis Germain, c'était une rencontre extraordinaire pour Camus, qui était donc destiné à travailler la tonnellerie comme ouvrier tonnelier. Dès 5 ans, il se familiarise avec ce métier tout en entrant à l'école. Et lorsqu'il rentre en cours préparatoire, en 1919, Camus est pour la première fois confronté à un instituteur hors du commun, qui est Louis Germain, qui lui apprend à lire. Et cet instituteur lui apprendra également, ultérieurement, à lire de façon courante, puisque ce sera aussi son instituteur de CM1, son instituteur de CM2, et celui qui l'accompagnera pour réussir le concours des bourses et pour accéder au lycée, et qui convaincra la famille de Camus de le sortir de son univers de grande pauvreté. Donc cet instituteur, c'est un instituteur absolument remarquable, qui est en même temps un grand musicien, qui est un homme, un pédagogue innovateur, qui utilise tous les moyens modernes de communication, et qui en même temps sait capter l'attention de son public de manière tout à fait remarquable. Ce qui fait que lorsque Camus obtient le prix Nobel de littérature en 1957, il estime que c'est Louis Germain qui est véritablement celui qui lui a permis de devenir ce qu'il est devenu. Et sans lui, sans la main qu'il a tendue à Albert Camus, eh bien, rien ne se serait passé comme ça s'est passé, rien n'aurait permis à Camus de devenir un écrivain aussi connu, aussi célèbre. Il a même été plus loin, il a demandé les bourses pour Albert Camus. Ça lui a permis de faire des études au collège et au lycée. Oui, Louis Germain s'est impliqué dans la famille de Camus. Il est allé chez les Camus parce que la grand-mère ne voulait absolument pas que Camus rentre au lycée. Et donc il a réussi à la convaincre. Il est resté 1 heure à discuter fermement avec la grand-mère qui était la matriarche familiale, et il a réussi à convaincre cette grand-mère qu'en dépit de leur grande pauvreté, eh bien, Camus pouvait aller au lycée et faire suivre un cursus tout à fait normal qui était accessible qu'aux enfants de la bourgeoisie. Mais la grand-mère posa quand même une condition, c'est qu'il fallait que Camus travaille pendant les vacances, pendant chaque vacances scolaire, exerce une activité professionnelle dès l'âge de 13 ans. Donc c'est ce que fera effectivement Camus au cours de sa scolarité, et il va le payer d'un prix très fort, puisque en étant à la fois un grand sportif et un excellent élève, il était épuisé physiquement, et il contracta la tuberculose en 1930 des suites de cette grande fatigue, ce qui va compromettre considérablement ses perspectives, notamment sur le plan sportif, puisque Camus se destinait au football. Il voulait même devenir un footballeur professionnel. Il était un excellent gardien de but, tout en étant très bon à l'école, et la tuberculose va évidemment le confiner, l'exclure de toute activité sportive, et il va avoir évidemment comme choix unique celui de développer non plus le corps, mais de développer l'esprit et de s'engager dans la littérature, parce que la littérature va devenir pour lui une écriture intéressante, puisqu'elle est une écriture de la souffrance. C'est-à-dire qu'il découvre en 1930, au moment de sa tuberculose, que l'on peut écrire non pas pour se distraire, non pas pour distraire les autres, mais on peut écrire aussi pour partager une souffrance, pour la dire, pour prendre une certaine distance avec elle, et pour aussi dénoncer, en quelque sorte, à sa manière, ou en tout cas témoigner, comme il le dit si bien dans son discours de Stockholm, témoigner de la pauvreté des siens, de la difficulté des siens, ce qu'il fera toute sa vie, à la fois en choisissant ses personnages parmi des gens de peu, mais aussi
des environnements plus défavorables, et puis également en suscitant en quelque sorte la révolte aussi de ces personnages, comme Meursault, qui à la fin du roman L'étranger se révolte contre la volonté de l'endoctriner dans la religion, ou se révolte contre ces juges qui le jugent malgré lui, en vertu de leur appartenance sociale qui n'est pas la sienne. Camus a traversé des périodes mouvementées de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, il a traversé aussi le début de la guerre d'Algérie. Parlons de son engagement politique et de sa vie à travers ces périodes très douloureuses à la fois. Il vient à la fois d'un milieu pauvre, mais il a traversé aussi des périodes du XXe siècle tragiques. Oui, Camus s'est très vite, très tôt engagé, tout en suivant un cursus d'études. Il s'est engagé en 1935 aux côtés des communistes algériens. Il était extrêmement sensible à la pauvreté des populations arabes, et cet engagement au Parti communiste était un engagement en faveur d'une plus grande justice entre la métropole et les indigènes. Et cet engagement n'a duré que 2 ans, puisqu'il s'est rendu compte évidemment que le Parti communiste, qui était un parti politique qui pouvait être aussi opportuniste à ce moment-là, eh bien, n'avait plus peut-être d'intérêt pour la décolonisation et avait davantage d'intérêt pour la lutte contre le fascisme. Et donc, comme Camus s'était lié avec beaucoup d'amis arabes en difficulté, il était resté fidèle et loyal envers ceux-ci, et il s'est fait exclure en 1937 du Parti communiste. Donc c'était son premier engagement et son seul engagement politique dans un parti politique, proprement parler. Et les engagements qu'il eut ultérieurement sont des engagements qui étaient à la fois des engagements, des combats dans la résistance, puisque en 1941, il commence à enseigner clandestinement les enfants juifs qui étaient exclus par le gouvernement de Vichy de l'enseignement. Et puis, en 1942-43, il cofonde le mouvement Combat, et il sera d'ailleurs le responsable du journal Combat, qui émane de ce mouvement Combat jusqu'en 1947. Donc il est entré dans la résistance, et au sortir de la résistance, il continuera à témoigner en faveur de la justice, et notamment dans l'Express, dans les années 50, et il prend toujours position contre la situation misérable qui est faite aux populations arabes en Algérie. Il souhaitera qu'il y ait davantage de justice, qu'on réduise la misère, qu'il y ait davantage d'écoles, que tous les enfants kabyles notamment aient accès à l'école de manière équitable. Mais ce combat n'aura jamais suffisamment d'effet de son point de vue, et il imaginera la constitution d'ONG, puisque sur le terrain politique, les choses étant extrêmement difficiles à faire avancer, il pensera qu'on peut avancer davantage en prenant appui sur des organisations associatives pour faire pression sur les gouvernements. C'est ce qu'il fera durant un certain nombre d'années, mais il sera très vite dépassé en quelque sorte par des mouvements indépendantistes algériens qui finalement ne représentaient pas pour lui une véritable solution au problème de l'Algérie, puisque pour lui le problème de l'Algérie c'était davantage de construire l'égalité entre la métropole et l'Algérie. C'était pas forcément de construire des frontières, voire des obstacles, mais plutôt des voies de passage pour que les gens soient en situation d'égalité.
Et ce mouvement indépendantiste qui prendra de l'ampleur et qui nourrira l'idée même de l'indépendance de l'Algérie, lui apparaîtra comme toujours trop prématuré et voir le ferment d'un islamisme, d'un terrorisme qu'il pressentait à travers ce mouvement politique qui ne prenait pas suffisamment en compte les conditions économiques et la capacité de l'Algérie à pouvoir réussir son indépendance. Son jugement était assez paradoxal, parce il était à la fois haï par le FLN et par les Français d'Algérie. En réalité, il était plutôt favorable à l'idée d'une sorte de république fédérale. C'est-à-dire qu'il y ait une certaine autonomie de l'Algérie dans un cadre fédéral, c'est-à-dire qu'entre la France et l'Algérie, on soit dans une sorte de fédération qui réunisse des provinces avec une certaine autonomie. Donc il n'était pas du côté de l'Algérie française et de l'OAS, mais il n'était pas non plus du côté de l'indépendance, puisqu'il n'avait pas d'affinité pour le nationalisme. Camus était un pro-européen, il n'aimait pas les frontières, il n'a jamais aimé les frontières, précisément parce que les frontières, ça évoquait trop la question de la pauvreté, puisque son enfance, c'est l'enfermement dans cette insularité, dans cet îlot, dans cette forteresse qui était la pauvreté, dans le quartier dont on ne sortait pas. Et pour lui, ce qu'il fallait, c'est plutôt construire des ponts, des voies de passage, donc des liens entre les peuples. Et construire des liens entre les peuples, ça veut dire évidemment ne pas constituer de frontières, de barrières, de murs, de telle sorte qu'il n'y ait pas de communication. Et forcément, cette position n'a pas été comprise. D'un côté, les indépendantistes, évidemment, considéraient que c'était une volonté de garder les effets de la colonisation, et de l'autre, l'Algérie, les partisans de l'OAS ne voyaient pas d'un bon jour le fait qu'il puisse y avoir une certaine équité entre les Algériens et puis les Français. Et donc Camus choisit ce qu'il a connu dès l'enfance, c'est-à-dire dans ce moment où personne ne comprend véritablement sa position, il choisit le silence. Et il a cessé, jusqu'à sa mort finalement, de parler du problème algérien. Il avait des visions prémonitoire, clairvoyante, on pourrait dire, sur par exemple, la chute du mur de Berlin qui a eu lieu beaucoup plus tard. Et il avait des visions politiques, des interprétations qui se sont révélées vraies à terme. Oui, en fait, il y avait, pour lui, il a dénoncé l'asservissement des peuples, il dénonçait la pauvreté, les grands écarts de revenus, l'excès de richesse et l'excès de pauvreté. Et donc il avait une volonté de construire la justice. Mais pour lui, la justice ne pouvait être construite aux dépens de la liberté. C'est pour ça qu'il s'est écarté très vite de toute forme de totalitarisme, du fait qu'on pouvait, au nom des idées de justice, emprisonner les individus, voire massacrer les individus. Donc c'est quelque chose qu'il a récusé, et il était l'un des premiers à dénoncer tous les procès staliniens. Il a fait preuve d'une très grande lucidité qui n'était pas partagée, qui était partagée par très très peu de gens à cette époque. Qui lui a fait perdre son amitié avec Jean-Paul Sartre. Voilà, avec Jean-Paul Sartre, il y a eu un moment extrêmement difficile, de grande polémique, où Jean-Paul Sartre considérait évidemment que Camus était un traître, alors que Camus défendait une position qui était celle de la conciliation finalement entre la liberté et la justice, sachant que la liberté est la valeur suprême et que la justice ne peut se construire que dans le cadre de la liberté. Et d'un autre côté, Camus était hostile au libéralisme et à la production à la multiplication de la pauvreté, à la multiplication des injustices, et était le premier à dénoncer, par exemple dans une nouvelle qui s'appelle Les Muets, qui est parue dans L'Exil et le Royaume, le fait que l'on fasse taire les travailleurs quand on baisse leur salaire
au profit d'un patron qui s'enrichit encore davantage. Lorsqu'on fait taire les ouvriers, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas. Il estime que dans une entreprise, le dialogue doit fonctionner et qu'on doit prendre en compte les intérêts des uns et des autres et préserver la dignité des travailleurs. Donc il a toujours eu cette sensibilité sociale et en même temps ce goût de la liberté qui doit être concilié de son point de vue. Donc c'est un des premiers à avoir pensé les choses comme cela et finalement à avoir imaginé que la solution n'était jamais politique au sens strict du terme, c'est-à-dire le fait d'un parti politique qui se constitue en gouvernement, il fallait qu'il y ait des associations influentes pour faire pencher les gouvernements dans le sens d'un progrès social et pour préserver aussi les libertés. Solution à des conditions de pauvreté extrême, il était aussi pour la révolte, mais la révolte sans violence. C'était assez aussi contradictoire. Le fait il résume ça très bien dans L'Homme révolté. Dans L'Homme révolté, il dit que à la fois on ne peut pas accepter l'absurdité de la condition humaine, surtout lorsqu'elle est insupportable. Et donc la révolte, c'est le fait de dire non à cette condition humaine insupportable. Mais en même temps, la révolte, c'est aussi une façon d'affirmer des droits. Donc c'est une façon aussi de dire oui. Et en affirmant des droits, on ne peut pas les bafouer. Et donc la violence, évidemment, le terrorisme, c'est le thème de sa pièce sur les Justes, hein, le terrorisme n'est pas acceptable à partir du moment où il bafoue les droits humains. Donc il a toujours eu le souci de concilier des contraires, mais parce que la réalité humaine est complexe. C'est-à-dire qu'il est un des premiers à percevoir cette complexité de la vie humaine, et cette compréhension est aussi liée à son appartenance à ce qui est l'expression de la loi de la pauvreté. C'est-à-dire que finalement, les pauvres peuvent perdre leur vie. Donc, à la fois, c'est important que l'on valorise leurs droits, c'est important qu'ils puissent se défendre et combattre, c'est important qu'on puisse témoigner pour leur dignité, mais en même temps, il faut savoir préserver aussi leur vie, et la valeur, l'humain, c'est la valeur suprême, selon Camus. Par exemple, dans Caligula, dans une de ses premières pièces, Caligula, c'est faute d'avoir perçu que la valeur humaine est la valeur supérieure que certains collaborateurs de Caligula seront condamnés à mort, puisque certains collaborateurs de Caligula penseront que l'argent est plus important que la vie. Donc ils l'apprendront à leurs dépens. Et qu'il est terriblement d'actualité, Camus, par ses pensées et ses réflexions. Il était en avance sur son temps. Les pensées communistes et stalinistes, et on ne pensait pas autrement. Il avait déjà franchi ce cap, il avait déjà pensé aussi sur le libéralisme et des sujets actuels. Camus est très moderne. D'abord parce que son souci de témoigner en faveur des pauvres, aujourd'hui les pauvres en France, il y a 8 millions de pauvres en France, donc c'est un souci qui demeure. On a les restaurants du cœur, on a le secours populaire, on a le mouvement La Télé Quart Monde, et qui repose sur un principe que Camus avait développé, c'est-à-dire que pour lui, on ne pouvait faire une société que sur la base de la solidarité, et non pas sur la base de l'individualisme et de la satisfaction d'ambitions personnelles et d'intérêts particuliers. Donc la solidarité, l'entraide, la mutualisation, ce sont les fondements même d'une société pour Camus. Ce qui exclut évidemment aussi bien le totalitarisme que le libéralisme à tout craint. Et puis, d'ailleurs, il a même pensé l'éducation à partir de cette idée de solidarité. Pour lui, l'école doit être une école de la solidarité, de la coopération et de l'entraide. Camus est également sensible à
puisque c'est un rapport finalement, presque, la solidarité c'est un rapport, c'est une manière d'être des hommes, et c'est une manière d'être des hommes à l'égard de la nature. Et Camus aura une réflexion sur le lien à la nature qu'on ne doit pas chercher à posséder et à assujettir, de même qu'on ne doit pas chercher à posséder et à assujettir les autres, dans le rapport avec les autres. La nature doit être respectée, c'est une grâce qui nous est faite, c'est un don, et on doit respecter la nature, on doit apprendre à la connaître, et évidemment tout ce qui peut polluer la nature, tout ce qui peut l'altérer, c'est quelque chose qui est absolument inadmissible pour Camus. Donc il est pour ce respect, cet accord, cette solidarité avec la nature, et dans deux textes importants, Les Noces et puis L'été, il loue évidemment les beautés de la nature. Il dit même que la beauté, c'est ce qui l'a sauvé en quelque sorte de la pauvreté, puisque la pauvreté à Alger, avec le soleil et la mer, les ruines de Tipaza et de magnifiques paysages, c'est une belle compensation à la pauvreté. En revanche, la pauvreté industrielle à Roubaix ou à Saint-Étienne, dans la grisaille des jours, c'est véritablement quelque chose qui rend la pauvreté absolument insupportable. Comme le dit Aznavour, la misère est moins dure au soleil. La misère est moins dure au soleil, oui, tout à fait. Donc la modernité de Camus réside dans l'importance qu'il accorde à la solidarité, l'importance qu'il accorde à l'harmonie avec la nature, et puis aussi dans ce rapport à l'humain. Il estime que l'autre ne doit jamais être un moyen, c'est toujours une fin. Et il y a toute une réflexion chez Camus sur la connaissance de l'autre et le fait de ne pas juger avant de comprendre. Deuxième oncle, parce qu'il y a Étienne qui était sourd et porteur de troubles du langage, mais l'autre oncle qui était un oncle par alliance, donc qui n'était pas dépendant de la famille Synthèse, tenait une boucherie franco-britannique, dénommée franco-britannique, pour attirer le chaland, comme disait l'oncle Laco, et cet oncle habitait Alger. Et lorsque Camus a été atteint par la tuberculose, donc en 1930, étant donné que les conditions sanitaires étaient épouvantables dans l'appartement du 93 de la rue de Lyon, eh bien, l'oncle Laco a décidé de prendre en charge, donc par alliance, a décidé de prendre en charge Camus dans son appartement, qui était en même temps un appartement avec une très grande bibliothèque, beaucoup de littérature, et pendant 2 ans, de 1931 à 1933, Camus va bénéficier de cet environnement extraordinaire. Il va pouvoir lire Voltaire, il va pouvoir lire Gide, il va pouvoir s'approprier nombre d'auteurs. Et cet oncle qui était bouché le matin et l'après-midi, qui se livrait à de multiples échanges littéraires dans les cafés d'Alger, qui était investi même sur le plan politique, local, eh bien cet oncle va lui ouvrir un monde, va élargir son univers à la culture. Et il va jouer évidemment un rôle fondamental pour le développement de Camus. D'ailleurs, l'oncle Laco souhaitera que Camus devienne lui aussi boucher. Et il lui explique que boucher, quand on est boucher, on travaille que le matin et l'après-midi, on peut lire et écrire. Son oncle par alliance, influence, il avait de l'éloquence. C'était un grand lecteur, donc qui partageait ses lectures, qui discutait avec des gens de qualité, cultivés comme lui, et donc il appartenait à des cercles culturels en quelque sorte à Alger, et donc c'était forcément, ça représentait l'évolution sociale, c'était un levier. D'ailleurs Camus dira plus tard que l'oncle Laco, c'était sans doute celui qui a le plus montré ce que c'était qu'un vrai père.
lorsqu'il mourra en 1946, l'oncle Laco, donc a laissé un vide pour Camus, même si leurs relations sont un peu distendues après 1933. Non, c'est ce que vous disiez à propos de l'Institut, c'est pas la seule personne qui a influencé, qui a constitué, qu'on pourrait dire, l'ascenseur social. Oui, en réalité, c'est une combinaison de différents acteurs et en même temps d'un environnement favorable, une solidarité qui s'est constituée et tout le monde est allé dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a eu un soutien extrêmement important, un environnement très, très porteur et tout le monde a œuvré finalement pour que Camus devienne Camus. Et finalement, lorsque Camus s'adresse à son instituteur à l'occasion du prix Nobel, il considère effectivement que Louis Germain est celui qui a le plus aidé dans cette perspective, mais il écrira aussi un hommage à Gustave Acco. Il sait que les siens, d'ailleurs toute sa littérature, va utiliser entre guillemets les siens, ses proches, son oncle, dans le premier homme, aussi bien dans le premier homme que dans l'étranger. On retrouve l'oncle Étienne, on retrouve sa mère, y compris dans La Peste, qui est la mère de Bernard Rieux, du docteur Rieux. Donc les siens seront toujours présents parce qu'ils l'ont aidé à se forger. Finalement, c'est un travail d'équipe, en quelque sorte. Camus, l'ascenseur social, c'est quelque chose qui n'est possible aujourd'hui que si tout le monde y contribue à sa manière. Chacun doit aller dans la même direction. C'est une œuvre collective en un sens. C'est une œuvre collective. Camus philosophe. Alors Camus philosophe, c'est une question intéressante parce que longtemps on a considéré que le travail philosophique de Camus était un travail de second plan. Et pourtant, Camus d'abord a fait des études de philo. Après le bac, il s'est inscrit à l'université d'Alger pour étudier la philosophie. Il a eu une licence de philosophie. Il a voulu se présenter à l'agrégation de philosophie et on l'a considéré comme inapte médicalement. Et on lui a interdit de se présenter à l'agrégation de philosophie. Mais c'est d'abord un philosophe, Camus. Bien sûr, il a une approche de la philosophie qui est très originale par rapport à celle de Sartre. Ce n'est pas un métaphysicien, c'est un philosophe de l'expérience. Lorsqu'il écrit L'homme révolté, alors les deux ouvrages philosophiques de Camus, Le mythe de Sisyphe et L'homme révolté, l'un portant sur l'absurde, l'autre sur la révolte, eh bien, sont des ouvrages qui se veulent avant tout des relations d'expérience. C'est-à-dire que pour lui, la philosophie, c'est une réflexion sur l'expérience. Ce n'est pas une abstraction, on n'est pas dans des entités incompréhensibles, on doit s'appuyer sur l'expérience pour penser. Et donc la philosophie de Camus a deux versants. Le premier versant, c'est de dire évidemment que lorsqu'on est, le monde n'a forcément aucun sens, puisque c'est à nous de le construire, ce sens. Donc le monde est initialement absurde, et évidemment ça fait référence à son expérience de la pauvreté, puisque lorsqu'on vit dans la pauvreté, on vit forcément dans quelque chose qui est absurde et qui est souvent indigne de l'humanité. Et donc ça c'est le versant initial, mais pour lui l'absurde c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'arrêter à l'absurdité de la condition humaine, on doit forger une condition humaine qui soit humaniste, qui soit conforme à ce qu'on peut avoir comme idéal humain. Et la seconde étape, évidemment, c'est la révolte, puisque cette condition initiale absurde est insupportable et il faut construire un autre rapport au monde. Cet autre rapport au monde se construit par la révolte. Je me révolte. Donc nous sommes collectivement. Et La Peste, évidemment, il y a toujours chez Camus une sorte d'illustration à sa philosophie. C'est-à-dire que l'absurde
correspond aussi à l'étranger et à Caligula. Et puis, le mot révolté correspond à la peste. La peste, c'est une révolte collective contre la maladie. C'est-à-dire que chaque individu pris isolément ne se préoccupe pas au départ de la question du combat contre la maladie, et au fil du récit, au fil du roman, eh bien, tout le monde rejoint Bernard Rieux dans son combat contre la maladie, et c'est ainsi qu'ils sortent de la maladie et qu'ils construisent une solidarité collective, ce qui fait dire à Camus que finalement, pour que une société se construise solidairement, c'est-à-dire soit véritablement une société, il faut envoyer la peste. Philosophe du concret, comme Bachelard, il a tiré de ses expériences sa philosophie. Et il part du vécu et là il en tire toute une déduction. Oui, c'est-à-dire que le premier contact que Camus a avec la philosophie, c'est l'expérience de la maladie, c'est la tuberculose. En 1930, il est en terminale, il rencontre pour la première fois son professeur Jean Grenier. C'est Jean Grenier avec qui il entretiendra un lien d'amitié toute sa vie, qui lui permettra d'ailleurs de publier ses premiers romans chez Gallimard, puisque Jean Grenier est à la NRF. Mais ce premier contact avec la philosophie, il l'a dans la maladie. Replié sur lui-même, dans l'impossibilité de pratiquer son sport, il avait deux sports favoris, la natation et le football. Eh bien, Camus, à l'hôpital Mustapha, lorsqu'il est entre la vie et la mort, lorsque son pronostic vital est engagé, il lit les stoïciens. Et l'expérience des stoïciens, l'expérience du détachement, est vraiment chez lui liée à la maladie. C'est-à-dire que la maladie lui permet de se construire une philosophie qui est une philosophie qui n'accepte pas la maladie en elle-même, qui n'accepte pas d'être submergée par la maladie. Il s'agit de se détacher de cette maladie, et toute sa vie, Camus luttera contre la maladie, puisqu'il a une tuberculose qui a ses récidives régulières, et donc la philosophie pour lui, c'est déjà un remède contre la maladie. Mieux compris pourquoi Camus avait écrit toujours sur le fil ce qu'il avait écrit et décrit, et pourquoi il avait écrit par exemple La Peste, qui est une grande résistance à l'égard de la maladie, une grande mise à distance de la maladie. Camus a été passionné par la question de la maladie, à tel point qu'il s'est à un moment donné se destiné à la médecine. Et il a même écrit en 1942 une exhortation aux médecins de la peste, c'est-à-dire des conseils en quelque sorte aux médecins relativement à la maladie. La maladie, finalement, ce qui marque beaucoup la pensée de Camus, c'est la notion d'envers et d'endroit. C'est-à-dire que pour Camus, il y a bien sûr un endroit, la maladie, c'est extrêmement négatif, mais la maladie a un envers, c'est riche d'enseignement. C'est riche d'enseignement et de formation. La maladie vous fait progresser. Et ça, c'est véritablement un enseignement de ce type de situation. Parlons un peu de ses rapports avec son éditeur Gallimard et de sa fin tragique. Et il n'a même pas connu la fin de la guerre d'Algérie. Alors, Camus rédigeait, il a eu une phase extrêmement difficile dans les années 55-56, où il avait beaucoup de mal à écrire. Et puis, l'idée lui est venue d'écrire un roman sur quelqu'un issu d'un milieu très pauvre, qui s'était fait par lui-même, ou pratiquement par lui-même, et qui était devenu écrivain. Donc c'était un peu le premier homme, évidemment, l'idée du premier homme, qui est un roman autobiographique. Camus a réalisé cette écriture, ce commencement de l'écriture en 1958, et n'a pu aller jusqu'au bout de ce roman, mais
quelques jours avant sa mort, il en a écrit les dernières pages qui sont restées évidemment, qu'on a retrouvées dans la sacoche lors de son accident de voiture. Car le 3 janvier 1960, Camus renonce à prendre le train pour aller à Paris et finalement rentre à Paris avec Michel Gallimard, son épouse et la fille de Michel Gallimard, dans une Facel Vega, une voiture extrêmement sportive, une voiture très rapide et en même temps un modèle un peu expérimental. Ce retour s'annonce sous les meilleurs auspices. Camus est très heureux de retourner à Paris. Il a réussi à bien amorcer le début du Premier Homme, mais malheureusement, c'est une histoire qui tourne au tragique, puisque le 4 janvier 1960, juste après un moment convivial au restaurant, à la hauteur de Villeblevin, Camus est victime d'un accident de la route. Il est passager de la voiture et Michel Gallimard et lui sont tués dans cet accident. Le corps de Camus sera exposé dans l'école de Villeblevin. Il est resté intact, il n'a pas de blessure apparente, mais malheureusement, la nuque brisée lui a ôté immédiatement la vie, et donc sa carrière, en quelque sorte littéraire, s'est achevée à 46 ans. Quelle perte! C'est une perte considérable. Ce qui est impressionnant, c'est de voir que Camus, à 46 ans, donc il a construit toute son œuvre sur 26 ans, et il y a 6000 pages d'essais, de romans et d'articles divers, mais aussi une correspondance considérable. C'est-à-dire qu'il écrivait plus de 100 lettres par semaine, et actuellement il y a à peu près la même quantité, 6000 pages de correspondance, dont une partie n'est pas encore publiée, et probablement aussi de la poésie qui n'est pas... Mais c'était aussi un poète. C'était aussi un poète, et son écriture est très poétique. Noces et l'été sont des textes éminemment poétiques. Et il a été aussi, on pourrait dire, transcrit au cinéma par Visconti. Oui, l'étranger. L'étranger a été adapté, le Premier Homme aussi a été adapté au cinéma. On a des opéras qui sont adaptés de l'étranger, par exemple. Donc régulièrement, les pièces aussi de théâtre de Camus, les 4 pièces de théâtre les plus importantes sont jouées, y compris aussi les interprétations, parce qu'il a interprété les Possédés, il a interprété Requiem pour une nonne. C'était un metteur en scène, hein, on ne s'imagine pas ce qui... C'était à la fois un acteur, un metteur en scène, un journaliste, un essayiste, un romancier, un philosophe. Il a touché à tout, et en même temps c'était un très bon travailleur manuel. C'est-à-dire qu'il avait une formation de tonnelier, il était extrêmement bon au niveau... Un homme complet qui a pensé une réforme de l'éducation en donnant au sport une importance beaucoup plus grande, et au gestuel. D'ailleurs, tout son théâtre, c'est un théâtre non pas de mots, mais c'est un théâtre de gestes, un théâtre corporel, un théâtre de caractère, loin du théâtre brechtien, par exemple, hein, qui est beaucoup plus intellectualiste. Terriblement d'actualité. Oui. Oui, Camus reste une référence. Il faut savoir que L'étranger, c'est le roman le plus lu dans le monde, 8 millions d'exemplaires vendus. On continue de lire L'étranger, on continue 63 ans après sa mort de le lire, de l'interpréter. Il est cité partout, et ces citations ont toujours un impact considérable, parce qu'il a toujours saisi la nuance. La nuance, la complexité,
les paradoxes de la nature humaine. Et je pense que tout cela, ça continue de parler pour nous. Et puis la capacité à l'indignation, à la révolte par rapport à l'injustice, c'est quelque chose qui reste d'actualité, puisque l'injustice n'est pas abolie. Et puis alors dans l'actualité la plus récente, Camus, qui est hostile à la haine entre les peuples, puisqu'il souhaite une solidarité entre les peuples, eh bien, il dénonce la volonté de puissance de certains États par rapport à d'autres, et évidemment tout ce qui se passe dans les conflits en Ukraine actuellement, ou ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Afghanistan, en Iran, ce sont des exemples de ce que Camus exécrait. C'est des exemples de volonté de dominer, d'exercer une volonté de puissance, au nom d'abstractions, ce qu'il appelle les abstractions, c'est-à-dire que l'idée, une certaine représentation de la femme qui est complètement abstraite, ou une certaine représentation de l'homme suffit à éliminer les opposants, à tuer ceux qui osent s'insurger contre ces idées-là. Si nous parlions de sa fille Catherine Camus. Alors Catherine Camus, lorsque je lui ai soumis le manuscrit, m'a téléphoné quelques jours après pour me dire qu'elle avait vraiment l'impression, pour la première fois, qu'on avait saisi ce qui était la voix véritable de Camus et la clé de la lecture de son œuvre. Et je dois dire que ce retour de Catherine Camus et la voix même de Catherine Camus m'a donné beaucoup de joie, puisque j'ai eu le sentiment que j'avais là découvert quelque chose. Et elle vous a apporté des éléments biographiques, des Alors, éléments vécus? Elle a évoqué un certain nombre d'éléments que j'ai écrits dans le livre et que je n'avais pas trouvé ailleurs, hein, puisque ce sont des éléments d'expérience uniques. Et puis, on a évoqué avec elle quelques anecdotes tout à fait significatives, des choses que j'ignorais totalement, bien sûr, sur Camus, sur le fait que lorsqu'il était invité dans certaines classes sociales plus aisées, eh bien, il se sentait extrêmement mal à l'aise. C'est vrai que lorsqu'on lui attribue le prix Nobel de littérature, il aurait préféré fuir plutôt que d'affronter cette cérémonie avec toute une sorte de règles de vie, des codes sociaux qui n'étaient pas du tout les siens. En fait, Camus n'était pas forcément d'ailleurs toujours bien invité, bien désiré par une certaine population qui ne sentait pas de proximité sociale avec Camus, qui avait... même s'il avait fait beaucoup d'efforts, évidemment, pour réussir à l'ascenseur social, eh bien, il était quand même marqué par son appartenance à une classe modeste. Et cela se percevait et se sentait, en dépit de ses qualités extraordinaires de prix Nobel de littérature. Camus restait un homme très modeste, très marqué par son appartenance, son origine sociale, et c'est pour ça qu'on peut parler de la voie de la pauvreté, puisqu'il a toujours représenté la pauvreté, même s'il a acquis une certaine aisance dans sa vie, surtout dans les dernières années. Avec le prix Nobel, il avait acheté la maison de Lourmarin. Ouais, une résidence dans le Luberon. Oui, c'était à Lourmarin, donc la maison qu'occupe actuellement Catherine Camus. Est-ce qu'il lui rappelait aussi le côté méditerranéen, c'est-à-dire pas loin de le soleil, l'Algérie. Oui. Lourmarin, pour lui, avait les couleurs de l'Algérie. Le soleil, la beauté de la nature, c'était pour Camus une compensation à son déracinement, puisque Camus, c'est l'homme du déracinement, c'est un déraciné. Comme tous les Français d'Algérie. Oui, oui. C'est un autre aspect de Camus, ce livre, c'est un autre regard. Oui, c'est-à-dire que ce livre a essayé de percer deux secrets. Le premier secret, c'est comment un fils d'analphabète a pu devenir lettré,
et grand écrivain, qui reste un mystère. Et l'autre secret, c'est comment se fait-il que, alors que Camus a toujours témoigné en faveur des asservis, a toujours été porteur d'une voix, d'une gravité qui était caractéristique de son vécu, qui était très douloureux, comment ce vécu de la pauvreté, comment est-ce possible qu'il ait été évacué totalement des recherches qui ont été entreprises sur Camus? C'est-à-dire que comment cette question de la pauvreté soit restée un sujet tabou, alors même que Camus tentait ici ou là d'expliquer que c'était la source de son œuvre. Mais jusqu'à présent, personne n'a voulu traiter de ce problème, et sans doute parce que les pauvres sont des invisibles, les pauvres sont des inaudibles, les pauvres sont des muets, et Camus, lorsqu'il veut donner la parole à des muets, lorsqu'il veut faire entendre des inaudibles, lorsqu'il veut montrer des invisibles, eh bien, je pense que ça dérange fortement, et en même temps, c'est une voix que l'on veut, dès l'instant où on arrive à l'entendre, c'est une voix que l'on veut entendre. Donc ce fil conducteur de la pauvreté, la voix qui est celle de Camus, je pense que c'est extrêmement intéressant. Pour moi, c'était une découverte de la saisir à travers l'ensemble de son œuvre et de l'entendre pour la première fois. Et vous voulez nous la faire découvrir à travers ce livre, cet autre regard? C'est ce que j'aimerais pouvoir partager, ce regard qui n'était pas le mien au départ et qui est devenu le mien lorsque j'ai découvert que c'était véritablement cette voix qui marquait cette attention forte de Camus. Camus était obsédé par l'idée que les pauvres qui étaient les siens pouvaient être oubliés. Et c'est pour rendre cette voix inoubliable que Camus a souhaité écrire, et j'ai voulu traduire cette volonté-là de rendre inoubliables les gens de peu. Et comme disait Gaudin, cher à notre département, les gens pauvres n'ont pas d'histoire, malheureusement. Oui, et on les oublie, il n'y a pas de mémoire des gens modestes, des premiers de cordée. On a de la mémoire que pour ceux qui ont laissé des traces. Et Camus a souhaité justement être le porte-parole de ceux qui jusqu'alors ne laissaient pas de traces, et il a bien réussi, puisque les traces qu'il a laissées demeurent toujours 63 ans après sa mort. En tout cas, merci pour cet ouvrage et de nous donner aussi une autre fenêtre sur ce grand écrivain, philosophe, romancier, poète, plein de talent, qui restera dans l'histoire. Merci beaucoup, Merci. Jean-Michel Vablet.